On a déjà eu un hors-série consacré à la blockchain, vous en rappelez certainement, ça vous a permis de découvrir un nouveau chroniqueur chez les technos, à savoir Sébastien. On le retrouve dans un instant avec Xavier pour parler cette fois des bitcoins. Sacré mystère que ces bitcoins et autres crypto-monnaies. On va essayer d'éclaircir tout ça avec notre nouveau spécialiste, Sébastien. Salut Sébastien, on va parler de bitcoin cette fois-ci avec toi. Il y aura un autre hors-série consacré à une autre crypto-monnaie dans les semaines qui viennent. Et puis pour nous accompagner, Xavier est également là, puisque c'est toi qui avais au départ amené ce sujet. C'est toi qui gères en quelque sorte l'aspect crypto-monnaie et autres blockchains pour les technos, et on va parler donc cette fois des bitcoins. Alors les bitcoins, c'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, c'est celle dont on parle le plus dans les médias de manière générale et même dans la presse un peu spécialisée. C'est un petit peu devenu l'emblème des crypto-monnaies. Avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, on peut peut-être rappeler ce que c'est une monnaie en fait. Je ne sais pas qui va commencer, Sébastien, Xavier, Sébastien. Seb. Alors effectivement, oui, on va pas repasser sur l'histoire de Bitcoin. On a parlé déjà de cette histoire-là dans le numéro précédent, enfin dans le hors-série sur les blockchains. Ouais. Mais ce qui est intéressant justement, c'est que comme on dit que le Bitcoin est une monnaie, alors effectivement, c'est quoi une monnaie ? Alors, il faut savoir que sur le plan plus théorique, on va dire, il y a 6 propriétés que doit vérifier un instrument. On va appeler ça comme ça de manière générique, pour être qualifié de monnaie. Alors bien sûr, on connaît tous les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies fiat, donc le dollar, l'euro, tout ça, ce sont des monnaies fiat. Fiat, pour la petite histoire, ça vient tout simplement du latin, hein, fiat lux, la monnaie, la lumière fut, et ben là aussi la monnaie fut. Et pas de la voiture qui fuit. Non, voilà, pas de la voiture qui fuit, rien à voir. Et alors concrètement, quelles sont les propriétés dont on parle ? La première propriété, c'est la durabilité, c'est-à-dire que l'instrument une monnaie, c'est un instrument qui représente de la valeur, et cette valeur ne doit pas pouvoir disparaître facilement. Donc elle doit être durable dans le temps. Donc typiquement, c'est pour ça que vos billets, c'est pas du simple papier, c'est du papier un petit peu plus solide que ça, et qui vous pouvez le chiffonner, vous pouvez éventuellement le déchirer, mais bon, en tout cas. Puis historiquement, la pièce métallique, quoi. Exactement. Voilà. C'est quelque chose d'assez durable. La deuxième propriété, c'est la portabilité. C'est-à-dire que vous devez facilement pouvoir le transporter géographiquement et physiquement. Donc, typiquement, le cash, vous pouvez vous balader avec dans la poche. C'est facile à transporter même d'une personne à une autre. Et donc, voilà, cette portabilité-là doit être garantie. La troisième propriété, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire que ça doit être facile pour quelqu'un d'accepter cette monnaie en paiement. Oui. D'une transaction quelconque, ou contre un service, ou contre un bien, etc. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des billets de Monopoly. Exactement. C'est pas très acceptable, les billets de Monopoly. Ou alors dans le cadre du jeu du Monopoly, mais en dehors, c'est pas acceptable, effectivement. Voilà. En l'occurrence, ce qui est plus gênant, c'est bien de faire la transition, ce qui est plus gênant du côté du billet de Monopoly, c'est que ça ne garantit pas la quatrième propriété, qui est la rareté. Ah bah oui. C'est-à-dire que créer de la monnaie, ça doit être contrôlé, la monnaie elle-même doit être rare, et dans certaines anciennes civilisations, on utilisait des coquillages, par exemple, pour ça, parce que c'était rare dans certaines régions. Maintenant, sur les billets de Monopoly, c'est facile à photocopier, à créer à foison. Mais c'est pour ça, notamment, que sur toutes les monnaies fiat, notamment les monnaies physiques, donc les billets et les pièces, il y a des mesures qui protègent contre la contrefaçon, de manière à ce que la monnaie reste rare. Et c'est aussi pour ça que les banques, par exemple, sont responsables de s'assurer qu'aucune fausse monnaie n'est en circulation. Et donc, quand elles reçoivent des faux billets ou des fausses pièces, elles doivent les sortir de la circulation pour garantir la rareté. D'ailleurs, on a vu dans l'histoire des États qui, comme on disait, sortaient la planche à billets pour créer plus de monnaie et faisaient finalement se tirer une balle dans le pied et faisaient dévaluer leur propre monnaie, quoi. Exactement. On a eu le cas le plus fréquent, enfin le cas le plus marquant, ça a été il y a quelques années quand le Zimbabwe a commencé à produire des dollars zimbabwéens à foison, et on a vu apparaître des billets de plusieurs millions, si ce n'est plusieurs milliards même de dollars zimbabwéens. Pour acheter une banane. Pour acheter une banane, voilà. C'est un peu ça. Non, mais on en rigole, mais c'est une catastrophe quelque part. Hein, il faut bien Exactement. Cinquième, on était déjà au cinquième. Non, cinquième élément. Propriété. Voilà. Cinquième élément. C'est la divisibilité. Alors.
Qu'est-ce qu'on entend par divisibilité ? C'est tout simplement que si vous si vous payez avec des lingots d'or, par exemple, le lingot d'or, il n'est pas évident à diviser. Faut grossir, ou alors faut le refondre. Ouais. Alors que la plupart des monnaies doivent être divisibles en plus petits morceaux pour pouvoir refléter la valeur réelle des choses. Pour la petite histoire, j'ai un ami il n'y a pas longtemps qui me demandait comment ça fonctionnait le Bitcoin et qui me disait quand même, acheter un Bitcoin à 3 000 €, ça fait cher. Enfin, obligé d'acheter un Bitcoin entier. Ça revient très souvent, ça. C'est vrai que ce sont des remarques qui apparaissent régulièrement. Mais bon. Voilà, c'est une monnaie, c'est pas comme une action en bourse qui est indivisible pour le coup. C'est vraiment une monnaie, donc c'est fait pour être divisible. Alors pour la petite histoire, le Bitcoin est divisible jusqu'à 10 puissance 9, c'est-à-dire qu'un Bitcoin, vous pouvez acheter un Satoshi. Un Satoshi, c'est 10 puissance moins 9 Bitcoin. D'accord. Voilà. Ça fait vraiment une toute petite fraction. Voilà, effectivement. Là, on peut acheter des bananes. Pardon. Ensuite. Et la dernière propriété, probablement la plus importante et la moins intuitive, c'est ce qu'on appelle la fongibilité. Et concrètement, la fongibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une unité de monnaie est strictement équivalente à n'importe quelle autre unité de la monnaie. Et donc dans les monnaies fiat, l'euro, le dollar et tout ça, ça paraît anodin, mais en fait c'est pour garantir cette propriété-là, on doit avoir des mesures qui permettent de lutter contre le blanchiment d'argent. D'accord. C'est-à-dire que justement un dollar de la drogue ne doit pas avoir une autre valeur qu'un dollar issu de, je sais pas moi, du marché d'art ou de la vente d'un pain au chocolat. Donc et ça effectivement c'est parce que les dollars de la drogue ne sont pas supposés être acceptés par les banques. On est en train avec toutes les nuances qu'il y a autour de ça. Mais voilà, la fongibilité, c'est par exemple, contrairement à une œuvre d'art, une œuvre d'art, c'est pas fongible parce qu'une œuvre d'art n'est pas équivalente à une autre œuvre d'art. D'accord. Ok. Je pense que ça, tout le monde a bien compris maintenant. On peut revenir peut-être aussi sur la création. Comment est-ce qu'on crée une monnaie ? Comment ça se gère également, cette monnaie ? Alors, ces 6 propriétés-là, il faut les garantir par tous les moyens possibles. Alors, aujourd'hui, il existe, on va dire, 2 grandes familles de monnaies. Il y a les monnaies physiques et les monnaies dématérialisées. Les monnaies physiques, c'est celles qu'on connaît avec les pièces, les billets, etc. Et puis, les monnaies dématérialisées, c'est ce que vous avez sur votre compte en banque, que vous pouvez faire transiter d'un compte à un autre, etc. Et le Bitcoin est évidemment une monnaie dématérialisée, pardon. Alors, il y a des petits malins qui sont amusés à faire des pièces en Bitcoin, des billets en Bitcoin, mais c'est plus pour le folklore. Oui, c'est ça. Et de fait, pour les monnaies fiat, en général, vous avez les 2 équivalents qui cohabitent. Donc, vous pouvez avoir des billets de dollars comme vous pouvez avoir des dollars sur un compte en banque. Avant l'arrivée de l'euro, on a connu l'écu qui était aussi une monnaie dématérialisée, enfin qui n'a jamais eu vocation d'ailleurs à être matérialisée, qui était purement théorique ou qui permettait de se projeter dans des échanges financiers à l'échelle de l'Europe. C'était ça l'idée ? Oui, c'est ça l'idée. Et de toute façon, la plupart des monnaies ont les deux équivalents dans la mesure où elles sont destinées à être facilement acceptables par le plus grand nombre. Il faut savoir qu'on garde en général un équivalent physique de la plupart des monnaies décentralisées quand on veut, pouvoir garantir certains échanges très petits ou tout simplement historiques pour garantir des échanges à des niveaux plus bas dans des échelles très locales. Mais vous avez des pays comme par exemple, je crois, la Suède, qui progressivement décourage complètement l'utilisation des monnaies physiques et ne fait plus que des transactions par carte ou par virement bancaire, au point qu'il y a quasiment plus de cash en circulation. Ou par application également. Exactement. On a vu ça beaucoup et ça fonctionne, semble-t-il, très très bien. Même au marché, là pour le coup, pour acheter des légumes ou des c'est ça. ou des fruits, on peut utiliser son application et ça fonctionne. Alors, ce qui est important avant de passer à la suite, c'est quand même que quand on parle de monnaie dématérialisée, concrètement comment ça se présente, au lieu de tracer combien chaque compte possède, on trace la liste intégrale de toutes les transactions d'un compte vers un autre. D'accord. Donc on est capable de dire à telle date, tel compte a envoyé telle somme à tel autre compte.
On a l'historique. C'est ça. Ouais. On a un historique, on a ce qu'on appelle un registre, un ledger de toutes les transactions depuis l'origine des temps, entre guillemets. Mais ça, c'est une notion qui est très importante pour les crypto-monnaies. Et justement, puisqu'on est là pour parler de crypto-monnaies, Xavier, je vais te passer la parole dans un bref instant. On va attaquer, c'est un petit peu le sujet de ce hors-série, le Bitcoin. Et en se posant, Xavier, la première des questions, comment le Bitcoin va garantir les propriétés qu'on vient d'énumérer, les propriétés d'une monnaie? Mais le Bitcoin, en fait, repose sur la technologie de la blockchain dont on a parlé, qui est justement ce registre qui va garantir l'ensemble des transactions. Alors, il est durable. Pourquoi? Déjà parce que ça fait déjà depuis un moment que le Bitcoin existe. Hein. Si je ne me trompe pas, c'était en 2009, en janvier 2009, que un certain Satoshi Nakamoto, qu'on ne connaît pas, en tout cas, il y a eu des suspicions. Il y a quelqu'un qui s'est annoncé comme étant Satoshi Nakamoto et qui est revenu sur ses propos peu de temps après. Bref, on ne sait pas aujourd'hui avec certitude qui est Satoshi Nakamoto. Satoshi qui est donc l'unité la plus petite, hein, le nom de l'unité la plus petite également dans la monnaie. Mais donc c'est durable puisque ça fait maintenant quelques années, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient, que le Bitcoin existe. Il est portable puisque on va pouvoir, et ça c'est un point qui me semble important à dire, c'est le Bitcoin, comment est-ce qu'on peut le représenter? En fait, on va pouvoir le conserver de plusieurs manières. On va pouvoir le conserver sur un bout de papier avec simplement une chaîne de caractères qui représente en fait un algorithme. Arrête-moi si je dis une bêtise, hein, donc ça va être représenté par une chaîne de caractères. Seb, tu veux réagir? Oui. Oui, donc effectivement la durabilité, on la voit, elle est visible, mais elle est surtout garantie par la distribution du registre. C'est-à-dire que le registre du Bitcoin, contrairement au registre des transactions de votre banque, qui lui est centralisé dans une base de données, alors en général c'est des vieilles technologies, hein, on parle de COBOL, on parle de toutes ces choses-là, mais le registre des transactions dans le cas de Bitcoin, il est copié sur tous les nœuds qui participent au réseau Bitcoin. Donc moi, quand je télécharge l'application Bitcoin sur mon petit laptop à moi, j'ai à peu près 200 gigas de données aujourd'hui, enfin de cet ordre-là, en tout cas entre 100 et 200 gigas de données, qui représentent la liste de toutes les transactions depuis l'origine des temps. D'accord. Donc depuis le 1er janvier 2009, enfin je sais plus exactement quelle est la date, mais je crois que c'était le 9 janvier 2009. Et 12. Ouais, 12. Voilà. Et donc le truc, c'est que je ne peux pas faire disparaître des transactions, donc les transactions sont durables parce que même si moi je sors du réseau et que je détruis ma copie des données, eh ben il y a des milliers d'autres utilisateurs qui ont la copie des mêmes données. Oui, et donc pour pouvoir supprimer finalement les transactions, il faudrait supprimer la copie des données sur tous les nœuds, c'est juste pas possible. Voilà, donc durabilité, ça on avait bien compris aussi du coup. Hein. Voilà. Oui, donc c'est portable puisque je vais pouvoir conserver mes bitcoins sous forme numérique sur un bout de papier, sur un disque dur. Donc on va pouvoir le prendre aussi sous forme d'un QR code ou autre. Donc on va pouvoir transporter ces bitcoins, les conserver et même conserver plusieurs copies puisque tant que ça n'a pas été utilisé et tant que ça n'apparaît pas sur la blockchain, on va pouvoir conserver ceux ou ces bitcoins. Alors l'acceptabilité, c'est un autre point. Donc au départ, évidemment, pour que ça devienne une monnaie, il faut qu'un ensemble de personnes soient d'accord pour utiliser cette monnaie. Au départ, ça peut être un tout petit groupe. Par exemple, dans une prison, on sait que les cigarettes peuvent devenir une monnaie. Alors c'est une monnaie, pourquoi? Parce que même si c'est un tout petit nombre de personnes, il y a des personnes qui sont d'accord de s'échanger des biens contre cet objet. C'est le cas du Bitcoin. On a des personnes qui ont à l'époque acheté des pizzas, par exemple, avec des bitcoins. Une pizza qui vaut plusieurs millions de dollars actuellement. C'est rare, pourquoi? Parce que le Bitcoin a été défini avec un nombre maximum de Bitcoins qui sont établis. Seb veut réagir. Oui. Oui, juste pour revenir juste vite fait sur l'acceptabilité, il faut voir que les monnaies comme le Bitcoin sont même plus acceptables d'une certaine manière, enfin plus faciles à accepter que d'autres monnaies parce que créer un compte Bitcoin, c'est gratuit.
Et il suffit finalement de télécharger ce petit logiciel et d'appuyer sur un bouton et on peut créer un compte gratuit. Contrairement à un compte en banque qui nécessite justement d'être accepté par une banque. Et donc ça, dans certains pays du tiers-monde, typiquement, c'est quasiment impossible pour certaines populations parce que ça veut dire qu'elles doivent se rapprocher de la ville, créer un compte, bénéficier d'une identité, parce que les banques sont obligées de connaître l'identité de leurs clients, alors que sur Bitcoin, ça n'est pas nécessaire et donc on peut facilement créer un compte juste en téléchargeant un logiciel. Oui, en plus, les banques, en tant que quantité qui gère ces valeurs, il y a également derrière un service qui est rendu et donc du coup, il y a également un coût lié à ce service, donc un aspect commercial aussi Exactement. à un certain degré. Tout à fait. Ok. Xavier. Alors, c'est rare aussi parce qu'il y a un nombre limité de bitcoins qui ont été définis. Ces bitcoins vont être un petit peu comme l'or. C'est souvent comparé à l'or, le bitcoin. Sur la Terre, il y a une quantité limitée d'or, mais qu'on arrive à trouver que progressivement et de plus en plus difficilement. C'est ce qui fait aussi sa valeur, puisque la demande est là, mais il est en quantité limitée sur la Terre. Et c'est ça qui rend fou aussi. C'est ça qui rend fou. Et le Bitcoin, c'est exactement la même chose. On a un nombre qui est limité et en fait, on va obtenir ces Bitcoins de manière de plus en plus difficile. C'est-à-dire que pour obtenir un Bitcoin, on va devoir résoudre un calcul. Ces calculs sont de plus en plus complexes, ce qui garantit le fait qu'il soit de plus en plus difficile d'en obtenir. Et on appelle ça le minage. Et que malgré l'évolution des ordinateurs, ça devient de plus en plus complexe. Sébastien. Ouais. Oui, et donc effectivement, c'est comme le dit très justement Xavier, il y a cette notion de calcul et de minage qui garantit la rareté du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui s'appuient sur le même principe. Mais il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est que en fait dans une monnaie fiat, vous avez ce qu'on appelle une politique monétaire, c'est-à-dire qu'il y a une banque centrale qui définit les règles qui permettent de créer de la monnaie. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la plupart des monnaies fiat ne sont plus du tout basées sur une indexation sur l'or, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes. Mais en fait c'est uniquement, ce sont des monnaies qui sont créées soit par le crédit, soit par une planche à billets. Alors en L'Europe, l'euro est créé par le crédit, c'est-à-dire que ce sont les banques qui ont le monopole de la création de la monnaie, et la création de la monnaie se fait par le crédit. Quand une banque est autorisée à vous prêter plus d'argent qu'elle ne possède, qu'elle n'a en dépôt, et les règles qui définissent la proportion dans laquelle elles peuvent vous prêter de l'argent qu'elles n'ont pas, elles sont définies par les règles de la Banque centrale. Aux États-Unis, les règles sont un petit peu différentes. La Fed, donc la Banque centrale américaine, elle dispose encore d'une certaine planche à billets et définit les règles selon lesquelles cette planche à billets peut tourner. Et donc, quand on dit planche à billets, c'est pas le billet au sens billet de dollars, le billet vert. Définir la quantité d'argent en circulation, en fait. Exactement. L'idée, quoi. Et ce sont eux qui contrôlent cette quantité d'argent en circulation de manière à maintenir une inflation dans des proportions bien déterminées. Ce qui est quand même assez fort quelque part, parce qu'on sait on l'a vu d'ailleurs avec l'arrivée de l'euro, que plein de gens gardaient des francs belges, des francs français, etc., des marques allemands, dont on disait sous leur matelas dans les grandes lignes, et cet argent n'est pas réapparu depuis, enfin en tout cas une certaine quantité a complètement disparu, on ne sait pas où est passé cet argent. Enfin, exactement. Je ferme la parenthèse, mais c'est pour dire que voilà. Et effectivement, c'est très intéressant cette anecdote, parce que l'Allemagne, par exemple, vient de terminer le rapatriement de tout l'or dont elle dispose légalement en Allemagne. Avant, elle en avait un petit stock qui était en France, un petit stock qui était aux États-Unis, par exemple, et tout ça a été écrit dans des livres. Donc il y avait des registres qui définissaient telle quantité d'or dans les réserves de la Fed appartiennent en fait à l'Allemagne. Et aujourd'hui, elle a rapatrié physiquement tout ça en Allemagne. Alors, Sébastien qui est en train de friser un tout petit peu. Aussi parce que en fait, toutes les 10 minutes, vous avez une quantité bien définie du Bitcoin. Sébastien a frisé un tout petit peu pendant mais on a bien compris ton propos, Sébastien, ne t'inquiète pas. Voilà. On continue, Xavier, on était à la divisibilité, c'est ça ?
Alors, la divisibilité, c'est quoi? C'est simplement le fait, Seb l'a dit, qu'on va pouvoir diviser un Bitcoin en plusieurs parties de Bitcoin. Et donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes nous posent comme question, non, si vous voulez acheter un Bitcoin, vous n'êtes pas obligé, des Bitcoins plutôt, vous n'êtes pas obligé d'acheter directement un Bitcoin au prix actuel qui varie entre 3 et 4 000 $ au moment où on discute. Mais vous pouvez très bien acheter un millionième de Bitcoin si vous le souhaitez, pour autant que la place d'échange dans laquelle vous allez vouloir échanger vos dollars, vos euros ou autres contre du Bitcoin autorise ce minimum. Mais ce n'est pas lié à la technologie. Concrètement, vous pourriez acheter à quelqu'un que vous connaissez vraiment une toute petite partie de Bitcoin contre son équivalent en euros. D'accord. Tout à fait. Alors, il y a une petite subtilité aussi par rapport à ça qui est intéressante, c'est que si vous allez, alors comme je disais, hein, le registre des transactions Bitcoin, il est disponible pour tout le monde, il est visible par tout le monde. La seule chose qu'on n'a pas, c'est l'information de qui se cache derrière chaque numéro de compte. Mais toutes les transactions, elles sont visibles. Et il y a des sites comme blockchain.info, par exemple, où vous pouvez voir toutes les transactions qui ont jamais existé depuis la toute première. Et souvent, vous verrez dans ces transactions que vous avez une origine et deux destinations. Ah oui. C'est-à-dire que l'argent est parti d'un compte et est arrivé sur deux comptes, et souvent un de ces deux comptes, c'est le compte émetteur. Alors quelle est la logique qu'il y a derrière tout ça et comment ça se relie avec la divisibilité? C'est tout simplement que il faut voir les bitcoins comme des espèces de chèques. Et donc, vous pouvez pas créer un chèque comme ça de rien, mais les chèques les plus élémentaires, c'est les chèques qui sont produits suite au minage. Et ensuite, si par exemple moi je décide d'envoyer un de mes chèques à Xavier, par exemple, j'ai un chèque de 10 bitcoins que je veux envoyer à Xavier, mais en fait, ce que je voulais lui envoyer, c'était un seul bitcoin. Et ben, je vais lui envoyer mon chèque de 10 bitcoins, et lui va garder en fait un chèque de 1 bitcoin, et il va me renvoyer l'échange, c'est-à-dire pardon, comment on appelle ça dans une transaction, le solde, enfin le reste. Il va me renvoyer un chèque de 9 bitcoins dans l'autre sens. Un solde. Et donc voilà. Et donc c'est exactement comme ça que ça fonctionne sur Bitcoin. D'accord. Voilà. Xavier, on termine avec les fonctions. Le dernier point, donc, c'était la fongibilité. Mais c'est très clair. Si aujourd'hui je donne à Sébastien un bitcoin et que lui me donne 2 fois un demi-bitcoin, quelle que soit la provenance de ce bitcoin, quel que soit l'historique de ce bitcoin dans la blockchain, le montant qu'on a échangé est exactement le même. Donc un bitcoin vaut un bitcoin. D'accord. Voilà. Quel que soit son historique. Ok. Exactement. Et cet historique n'est pas traçable. Enfin. Comment dire, tous les bitcoins échangés sont traçables, mais je veux dire, on n'a pas l'identité, en tout cas, des comptes qui sont derrière. Donc effectivement, comme souvent beaucoup l'ont déjà remarqué, même un bitcoin qui a été utilisé pour acheter de la drogue, par exemple, il aura la même valeur que n'importe quel autre bitcoin, puisqu'on n'a pas possibilité de les différencier. Ce qui, dans la presse de manière générale, a amené à dire, comme c'est souvent le cas dans tout ce qui est lié à Internet et aux nouvelles technologies, c'est le mal. Voilà, tout à fait. Et surtout, ça a été beaucoup utilisé par les adversaires du Bitcoin, enfin par ses détracteurs, y compris récemment dans la presse. Vous avez certainement entendu parler d'un certain CEO de JP Morgan Chase qui a dit oui, mais de toute façon, le Bitcoin, c'est une fraude. Alors non, c'est pas une fraude, c'est une monnaie qui fonctionne d'une manière différente et qui, de fait, ne rentre pas dans le même cadre légal et juridique que les monnaies fiat auxquelles on est habitué et les monnaies reconnues par des États. Mais c'est des monnaies qui fonctionnent tout à fait et effectivement qui sont utilisées aussi bien pour des transactions illégales au cadre, comment dire, par référence à la loi, mais qui sont utilisées aussi pour des transactions tout à fait légitimes et je dirais tout à fait éthiques, on va dire. Oui, Xavier. Ouais, j'allais dire, ça nous mène aussi à un autre point, c'est comment les obtenir et les utiliser finalement, ces fameux bitcoins. Oui. Seb, tu peux nous dire comment monsieur tout le monde... Il y a le terme le terme miner, par exemple, que tout le monde a entendu. Donc en minant, on peut obtenir des bitcoins. C'est encore en analogie avec l'or. Alors effectivement, il y a deux stratégies aujourd'hui pour avoir des bitcoins, et c'est applicable aussi à d'autres crypto-monnaies, mais ici on parle du Bitcoin. Il y a le minage et il y a l'achat.
Alors le minage concrètement, comment ça se passe ? Eh ben il faut acheter des ordinateurs, et en l'occurrence des ordinateurs très puissants et en grand nombre, de manière à participer à cette compétition qui décide toutes les 10 minutes de qui va avoir le droit d'ajouter des transactions dans la blockchain. D'accord. Cette transaction aujourd'hui, enfin cette participation à la compétition coûte assez cher. Il faut savoir que Bitcoin n'a pas été prévu pour être très bien protégé contre certains types de matériel qu'on appelle les ASICs. Un ASIC, c'est quoi ? C'est une puce électronique qui est dédiée à résoudre l'énigme mathématique qui est au centre de Bitcoin. Et aujourd'hui, c'est des puces qui sont disponibles sur le marché et qui sont vraiment optimisées pour ce calcul-là en particulier. Une sorte de logique câblée, quoi. Exactement. Ouais. C'est un algorithme, l'algorithme de consensus, donc l'algorithme du Bitcoin, qui est câblé dans la puce. Et ces puces coûtent, sont vraiment dédiées au Bitcoin et coûtent relativement peu cher maintenant, mais en tout cas, il en faut beaucoup pour produire une capacité de calcul suffisante pour générer suffisamment de Bitcoin. Donc c'est pas à portée de Madame Michou, quoi. Non, si vous achetez un ASIC ou même une carte graphique, parce qu'il est encore possible de miner avec des cartes graphiques aussi, voire avec votre petit processeur sur votre laptop. Aujourd'hui, si vous installez le client Bitcoin sur votre machine et que vous voulez le faire miner, vous pouvez, mais vous allez juste gaspiller beaucoup d'énergie dans votre processeur pour un résultat très faible, puisqu'au final la chance que vous avez de produire plus de Bitcoin que ce que vous dépensez en valeur pour miner, elle est assez faible. Oui, parce qu'il y a la valeur du processeur, mais il y a aussi l'électricité dépensée. Exactement. Donc il y a une consommation d'énergie aussi qui rentre en ligne de compte et qui fait baisser la valeur du Bitcoin quelque part. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, pour être rentable entre guillemets à miner du Bitcoin, il faut des grosses salles, ce qu'on appelle des mines. Donc vraiment aujourd'hui, une mine, ça se présente comment ? C'est en général, ça ressemble presque à un data center, sauf que c'est beaucoup moins bien rangé. En général, c'est des étagères avec des cartes ASICS alignées les unes à côté des autres, avec des grosses alimentations très puissantes, avec des climatiseurs aussi qui vont avec, parce que ça chauffe énormément. Et c'est souvent caché, parce qu'effectivement, si vous avez accès physiquement à la mine, vous pouvez aller récupérer. C'est relativement facile de récupérer ce que la mine produit comme Bitcoin. Et donc, c'est souvent dans des caves ou en Chine, près des barrages électriques, là où l'électricité est facilement accessible. Et peu cher pour le coup aussi. Peu cher pour le coup, exactement. On va faire peut-être plus simple alors pour obtenir des bitcoins. Par exemple, en créant simplement un compte, apparemment, on peut également avoir des bitcoins. Voilà, j'ai fait un petit visuel pour ça. C'est une saisie du site Coinbase. Donc c'est une des places de marché. Tu peux passer, je pense, à la suite. C'est vraiment le site en bleu, là, le slide avec plein de bleu dessus. Voilà, c'est celui-là. Et donc ça, c'est un site qui existe. Il en existe beaucoup, mais c'est une place de marché qui s'appelle Coinbase et qui vous permet de créer un compte déjà. Alors quand vous créez votre compte, vous êtes obligé de vous identifier, d'envoyer une copie de votre carte d'identité, ou de votre passeport, par exemple. Et parce que en fait, Coinbase opère comme une banque, donc ils doivent se soumettre eux-mêmes aux mêmes réglementations que les banques en termes d'identification de leurs clients. Et là-dessus, une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes identifié, vous pouvez acheter des bitcoins au cours actuel, c'est-à-dire en fonction de l'offre et de la demande, et vous pouvez acheter comme ça des bitcoins contre des euros ou contre des dollars. Donc c'est une espèce de plateforme de ce qu'on appelle du forex, donc de l'échange de monnaie d'une monnaie à une autre. D'accord. C'est finalement relativement simple à comprendre, a priori, oui. C'est assez simple à comprendre, sachant que après vous avez deux types de comptes, ce qu'on appelle un portefeuille ou un wallet dans la terminologie anglaise. Vous avez deux types de wallet. Vous avez le wallet en ligne, tel que Coinbase vous permet de le créer, et vous avez un wallet plus local chez vous. Et concrètement, c'est pour avoir un wallet personnalisé, il faut installer l'application Bitcoin sur votre machine, la laisser se synchroniser avec le reste du réseau, ce qui peut prendre, là j'ai mis une petite saisie d'écran, vous voyez que j'ai commencé tout à l'heure à synchroniser un nouveau wallet et j'en ai pour 15 heures encore pour télécharger les données du reste du réseau.
Oui. Donc ça prend un peu de temps pour accéder la première fois, sachant que c'est juste la première fois. Ensuite, ça se synchronise en continu. Et là, une fois que j'ai ce logiciel en local, je peux me créer un compte aussi dans le logiciel et donc envoyer les bitcoins que j'ai achetés sur Coinbase. Je peux me les envoyer sur mon wallet à moi. Et là, ils sont quand même beaucoup plus safe parce qu'ils sont chez moi, sur ma machine, et pas dans une base de données sur un service que je connais pas, avec des gens qui gèrent ça sans qu'on sache trop comment. Ces services ne sont pas garantis, c'est ça que tu veux dire ? C'est-à-dire que tu n'as pas une confiance totalement aveugle par rapport à ces services ou alors, la sécurité absolue, il faut savoir qu'un wallet, vous le contrôlez, vous y avez accès grâce à une paire de clés cryptographiques. Alors là aussi, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais concrètement, cette paire de clés, elle est soit dans une base de données comme dans le cas de Coinbase, soit elle est sur ma machine. Tant qu'elle est sur une base de données, ils ont accès à mon compte. Alors bien sûr, ils n'ont pas intérêt à faire n'importe quoi avec, c'est ça, mais il y a eu des précédents, il y a eu Mongox à l'époque, même avant, il y a eu encore d'autres plateformes qui ont été attaquées et dont les bases de données ont été piratées, et donc il y a des comptes qui se sont retrouvés un petit peu plumés assez facilement. Ah oui, d'accord, oui. Et donc effectivement, le plus sûr, c'est de garder ça sur sa machine, si tant est que votre machine soit correctement protégée et pas avec l'antivirus et tout ça. Et puis il y a aussi, comme on en parlera sûrement avec Xavier, il y a des petits wallets matériels. Oui, c'est pour ça que je l'ai passé la parole à Xavier, même si je sais qu'il y a, un hors-série qui se prépare également justement sur ce wallet. Tu peux en dire deux mots déjà. On parlera bientôt du Ledger Nano S, qui est un wallet hardware, donc qui permet de conserver ses bitcoins de manière tout à fait offline. C'est une espèce de clé USB, mais ce n'est pas que ça, évidemment, vous vous en doutez. C'est presque ça, Moi, je voulais quand même réagir aussi. On a parlé d'une manière d'acheter des bitcoins en passant par une plateforme d'échange, en minant. Mais comme c'est une monnaie, et c'est le propre d'une monnaie, on va pouvoir l'échanger aussi avec n'importe quelle personne qui le souhaite. Et ça, sans intermédiaire, c'est une des forces du bitcoin, c'est que on peut envoyer des bitcoins à quelqu'un à l'autre bout du monde. Et comme c'est une transaction numérique, je simplifie très 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 fort, mais c'est pratiquement aussi simple que d'envoyer un email à quelqu'un. Donc c'est une transaction qui peut se faire sans devoir passer par une banque qui va prendre une énorme commission au passage. Alors ça a un petit coût si on souhaite que la transaction se fasse vite pour qu'elle soit prioritaire sur le réseau, mais ce n'est pas comparable à des frais d'envoi d'une banque à une autre. Donc c'est aussi ça, comme on dit, c'est une monnaie qui n'est pas régulée, c'est que on va pouvoir faire des transactions entre individus de manière anonyme. D'accord. C'est ça, c'est un réseau pair à pair, et effectivement, quand n'importe quel nœud du réseau, n'importe quelle personne qui exécute ce fameux logiciel Bitcoin peut créer ses propres transactions et effectivement mettre un petit frais de transaction dedans. Alors, pour donner des ordres de grandeur, quel que soit le montant de la transaction, le montant des transactions, enfin des frais de transaction ne change pas. Donc c'est pas un pourcentage du volume de la transaction comme ça se fait par exemple quand vous faites un paiement avec votre carte Visa ou Mastercard. Ici, quand vous faites une transaction en Bitcoin, les frais de transaction ne sont pas reliés au montant, et par contre tout ce qui peut le faire changer, c'est si vous pouvez choisir vous-même de donner un petit frais de transaction ou un gros frais de transaction, et plus les frais de transaction sont grands, plus votre transaction aura des chances d'être processée rapidement et d'intégrer rapidement dans la blockchain. Mais les frais de transaction sont de l'ordre de quelques cents à quelques dizaines de cents grand maximum. D'accord, donc c'est vraiment marginal quoi. C'est vraiment marginal. Okay. Ouais. J'entends un bruit de scratch. Je sais pas qui joue avec un scratch. C'est Xavier, c'est ça C'est moi, j'arrête. Ouais, on va lui donner une tape sur les doigts. Désolé pour ces petits embarras sonores. En tout cas, moi, je l'ai bien entendu. On passe à quoi mais comment la valeur du Bitcoin, comment est-elle déterminée finalement? C'est le petit, pour ceux qui ont la vidéo, effectivement, c'est le petit visuel qu'on voit là. C'est une autre place de marché qui s'appelle Kraken, qui est plus, un petit peu plus pointue, on va dire, et souvent utilisée par les traders, parce que oui, il y a des traders en Bitcoin, comme il y a des traders en euros ou en dollars. Et concrètement, c'est déterminé par l'offre et la demande. Donc, plus vous allez avoir de gens qui vont vouloir acheter des Bitcoins, et plus sa valeur, par rapport au nombre de gens qui veulent en vendre, et plus la valeur va augmenter, et inversement. Alors, le problème avec ça, c'est qu'effectivement, vous avez pas le Bitcoin lui-même n'a pas de valeur intrinsèque, et il est même assez
il n'est pas souvent utilisé pour faire des transactions autres que acheter et vendre, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une monnaie très spéculative. Et en plus, il n'y a pas énormément de volume de transactions si on compare ça à des échanges, à des achats de dollars en euros ou inversement. C'est ça. Ouais. Et donc ce qui fait que il y a très peu d'inertie, comme on dit sur les marchés. C'est-à-dire que la moindre mauvaise nouvelle, la moindre rumeur peut rapidement faire augmenter ou diminuer la valeur de la monnaie. Et c'est ce qu'on a vu, par exemple, ces derniers jours où on est passé de plus de $4,000 à un peu plus de $3,000 en l'espace de 48 heures parce que, encore une fois, il y a eu des annonces, le CEO de JP Morgan Chase qui a un petit peu râlé sur le Bitcoin, et pouf, comme par hasard, la valeur a descendu et on soupçonne qu'ils en ont acheté eux-mêmes beaucoup. Tout comme un podcast de qualité peut faire augmenter la valeur du Bitcoin. Si tous ceux qui nous écoutent se mettent à acheter des Bitcoins, ça va faire monter la valeur. Donc, tout à fait, exactement. c'est un peu ça l'idée. C'est un risque aussi. C'est l'autre. C'est d'ailleurs le but avoué de cette présentation. C'est ça. Non, mais on en est là parce que c'est ça aussi la crypto-monnaie. Je dis pas de bêtises. C'est ce qu'on lui reproche aussi à certains égards, c'est que elle est facilement, en tout cas pour l'instant, facilement manipulable quelque part, non ? Alors c'est le cas du Bitcoin notamment parce qu'effectivement il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est un peu moins le cas d'autres monnaies comme on en parlera dans le prochain hors-série sur Ethereum. Donc l'Ether lui il a une légère valeur intrinsèque, mais voilà, c'est effectivement un risque et qui va aussi s'amenuiser avec le temps quand la monnaie va se répandre plus et que le volume de transactions va augmenter, si tant est que techniquement ce soit possible. Mais voilà, en tout cas plus il y a de transactions et plus il y aura d'inertie et donc moins l'influence de ces événements réels va avoir d'influence sur le prix du Bitcoin. On va conclure tout doucement ce hors-série concernant le Bitcoin, si vous voulez bien, parce qu'on a dit déjà beaucoup de choses, mais on pourrait encore, en guise de conclusion, donner quand même quelques conseils, quelques précautions à prendre quand on possède des Bitcoins. Je ne sais pas qui peut, parce qu'on va de toute façon en parler aussi quand on parlera du wallet, Xavier, mais on peut déjà donner quelques pistes, peut-être. Mais on va certainement en parler un petit peu tous les deux, mais la première chose, c'est Seb l'a très bien dit, sur ces fameuses places de marché, elles ne devraient vous servir qu'à faire l'acquisition de Bitcoin et à échanger les Bitcoins que vous souhaitez échanger. Mais si vous avez des grosses sommes, il est plus que conseillé de ne pas laisser ces sommes sur ces fameuses plateformes parce qu'il s'est déjà produit plusieurs fois des piratages de ces plateformes et qui donc, c'est pas lié à la technologie, mais c'est simplement ces plateformes qui ont été mal sécurisées et des pirates ont été volés les Bitcoins qui s'y trouvaient. Donc une bonne solution, c'est déjà de garder ces Bitcoins chez soi. Quand on dit de les garder chez soi, vous pouvez les garder sur votre ordinateur, mais là encore, votre ordinateur lui-même n'est pas à l'abri de pirates ou de virus ou autres qui pourraient ou d'un accident. Rendre ces bitcoins ou de l'accident. C'est déjà arrivé, on a entendu des histoires avec des utilisateurs qui avaient acheté des bitcoins au tout début du bitcoin et qui ont perdu la clé USB ou le disque dur sur lequel étaient stockés ces bitcoins qui vaudraient maintenant des millions de dollars et donc voilà, c'est de l'argent qui est perdu et si on ne les retrouve pas, c'est perdu. Il y a plus moyen de les créer. Après, une autre solution, c'est de garder ces bitcoins en dehors de toute connectivité sur des portefeuilles comme on l'a dit, sur des qui vont être des portefeuilles matériels comme ceux dont on va parler dans d'autres hors-série. Ça peut être un bout de papier avec un QR code que vous stockez dans un coffre. Ça peut être, voilà, il y a plein de solutions de stocker ça. Et puis, voilà, Seb a peut-être d'autres points sur lesquels il voudrait réagir à ce niveau-là. Non, effectivement, le plus safe, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on appelle le stockage à froid. C'est-à-dire que, en gros, comme je l'ai dit, votre compte Bitcoin, il est associé à deux clés, une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est en gros c'est votre numéro de compte. La clé privée, c'est ce qui vous sert à pouvoir signer vos transactions pour dire oui, je confirme, c'est bien moi qui ai dépensé ces Bitcoins. Et donc, à partir du moment où on a votre clé privée, c'est un peu comme si on avait la clé de votre coffre. On peut aller chercher ce qu'il y a dedans. Ça, donc, c'est votre clé privée typiquement que vous pouvez imprimer sur un bout de papier. Alors une clé privée, c'est jamais qu'un nombre, un très grand nombre.
Mais donc vous pouvez l'imprimer sous forme de QR code, sous forme de chaîne de caractères, etc., sur un bout de papier que vous pouvez mettre dans un endroit physique. Alors la petite ironie du sort, c'est que très souvent les gens font ça et stockent leur petit bout de papier dans un coffre à la banque. Donc c'est un petit peu le serpent qui se mange la queue. Oui, c'est une espèce de mise en abîme du Bitcoin en fait. Tout à fait. Mais voilà, donc ça c'est le moyen le plus safe, même si c'est le moins pratique, parce que du coup une fois que c'est sur ce bout de papier là, et il faut le réimporter, pour utiliser les bitcoins c'est plus compliqué, mais c'est un bon moyen de garder ça très en sécurité. En guise de conclusion, au niveau de la sécurité, n'investissez pas de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. C'est un petit peu comme avec certains projets Kickstarter, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai pour tout. Hein. C'est que du bon sens, soyons clairs. En fait, qu'on joue en bourse, qu'on fasse n'importe quel type d'investissement, on l'a dit, c'est une monnaie qui est volatile. Il y a un risque à court terme ou à moyen terme, peut-être même à long terme, ce qui n'est pas trop ma conviction personnelle, mais donc évidemment, n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Oui. C'est un très très bon conseil, je trouve, personnellement. Un dernier mot, une dernière conclusion, l'un ou l'autre, Sébastien par exemple? Non, effectivement, le Bitcoin en ce moment passe par des phases assez compliquées, techniquement parce que on a parlé, vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin Cash, du fait que Bitcoin avait été à l'origine d'une nouvelle monnaie. Il est un fait que Bitcoin connaît certains problèmes de vieillesse, même s'il n'a que 9 ans. Ouais. Il commence tout doucement à être limité techniquement, et donc il y a des solutions techniques qui doivent être trouvées pour augmenter la capacité de Bitcoin, et ces solutions là créent un certain remous dans la communauté, et donc il y a des gros risques en ce moment et des grosses variations de valeur associées à ces limitations. Donc restez prudents et surveillez bien les news. C'est comme ça aussi, c'est peut-être le dernier conseil qu'on peut donner. Il y a rien de pire que d'investir dans n'importe quel instrument financier sans se tenir au courant de l'actualité autour de cet instrument. Et donc là, il y a des sites pour ça. Vous pouvez aller sur Coindesk par exemple .com qui a beaucoup de news autour de ça, ou Bitcoin Magazine. Il y a beaucoup de sources d'informations, mais il faut vraiment se tenir au courant de l'actualité pour être sûr d'investir en toute connaissance de cause. Et vous suivez évidemment les hebdomadaires des technos, en tout cas celles où participe Sébastien, parce qu'il ne manquera pas de se faire l'écho de ces informations. Je tiens à préciser juste un truc, une chose que je ne fais jamais quand il s'agit de hors-série, c'est que ce hors-série a été enregistré le 7 septembre. Je le précise parce qu'il y a tellement d'actualités qui se chevauchent, qui se percutent, etc. D'ici à ce que vous écoutiez ce hors-série et que nous le mettions en ligne, il se sera peut-être déjà passé des choses. Donc, il sera à $10 000. Ne nous en veuillez pas, c'est normal, c'est l'actualité qui veut ça, parce que c'est un hors-série, mais qui traite de sujets qui sont intimement liés à l'actualité également. Donc, je préférais prévenir tout de même, le signaler en tout cas, en toute fin de hors-série, donc consacré au Bitcoin. Je ne sais pas si Xavier a encore un tout petit truc à rajouter vite fait, non, j'aurais voulu donner mon adresse de portefeuille, mais ça va pas le faire. Tu le feras une prochaine fois. Merci en tout cas d'avoir suivi ce hors-série. N'hésitez pas les pouces, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager avec qui vous voulez, de dire ce que vous en pensez également en commentaire. Évidemment, on reviendra avec la crypto-monnaie et un autre hors-série avec Sébastien toujours, avec Xavier aussi très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.